Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la crise des migrants au Niger. Depuis la décision des autorités militaires de transition d'abroger la loi criminalisant le transport des migrants, les flux migratoires ont repris de plus belle dans ce pays du Sahel. L'Algérie voisine refoule ses migrants vers le Niger, parfois dans la violence, suscitant des tensions avec Niamey. À suivre le reportage d'Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger, et l'analyse de Harouna Saleh Abdoulaye, président de la COPAV, la coalition communautaire pour la paix et la promotion du vivre ensemble. C'est un réseau d'organisations de la société civile africaine. Nous irons ensuite au Soudan où, un an après le début de la guerre, les donateurs internationaux mobilisent les fonds pendant que la famine menace la capitale Khartoum et les massacres se poursuivent au Darfour. Le fait marquant de la semaine, c'est l'enlèvement de plus de 110 civils retenus en otage depuis 6 jours par les djihadistes présumés dans le centre du Mali. Nous en parlerons avec Sékou Tangara, directeur de la télévision Africable, une station partenaire de VOA Afrique basée au Mali. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Gilles Dasta au Burkina Faso. Il évoquera le Festival international des masques de Dédougou qui reprend du service après 4 ans d'interruption du fait du Covid-19 et de l'insécurité. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découvertes dans le Sahel. Première escale de ce voyage dans le Sahel, au Niger, les flux migratoires ont repris de plus belle depuis la décision des autorités militaires de transition d'abroger la loi criminalisant le transport des migrants. Beaucoup de départs sont enregistrés à partir de la ville d'Agadez dans le nord du pays. À Assamaka, la première ville nigérienne située à la frontière avec l'Algérie, les conditions de vie sont difficiles, comme on va le voir dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa. Dans la petite bourgade d'Assamaka, en ce début du mois de mars, c'est le énième convoi de migrants subsahariens expulsés par l'Algérie qui arrive. Ils sont près de 1000 de diverses nationalités, partis à la recherche d'une vie meilleure. Pour beaucoup d'entre eux, à défaut d'atteindre l'Europe, l'Algérie était l'Eldorado dont ils rêvaient. Nous tous ici présents actuellement, ici au Niger, on avait un métier là-bas et on s'en sortait. Mais un beau matin comme ça, ils ont décidé de nous mettre à la porte sans aucune question. Ils nous ont tout pris, portable, argent. Nous sommes rentrés bredouilles, nous n'avons que Dieu. Nous ne sommes plus capables de communiquer à nos proches pour leur faire part de la situation. C'est vraiment inhumain ce que nous avons subi. Maintenant, après nous avoir abandonnés, il y a ceux qui connaissaient l'endroit, ceux qui ne connaissent pas. Nous, on a pris l'autre partie, on a marché, allé faire comme ça. On était tellement épuisés avant d'arriver ici. Arrivé ici, il y a le manque de l'abri. Le petit village est en effet tout le temps débordé, rendant difficile pour les autorités et leurs partenaires la prise en charge de personnes venues avec presque tous les types de besoins. Se pose dès lors pour les activistes l'épineuse question du respect des droits des migrants. Il y a énormément de personnes qui arrivent. On parle de 800, de 900 rien que pour le mois de mars. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont expulsées et ça ne s'est pas arrêté. Lorsque vous envoyez des gens, rappelez-vous qu'il y a des moments où on avait dit qu'il y avait plus de migrants que d'habitants. Ça veut tout dire. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles, dès lors que certains arrivent à quitter et aussitôt d'autres arrivent. Donc
pour moi, c'est une situation extrêmement difficile que vivent ces migrants à Samaka. Face à la vague d'expulsion de migrants, le ministère nigérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur algérien à Niamey pour protester contre le caractère violent de ces expulsions, mais également contre le fait d'envoyer au Niger des migrants d'autres nationalités. Une attitude qu'approuvent les activistes sur la thématique migratoire. Moi, je trouve qu'il faut un jour ou l'autre poser le débat avec l'Algérie. Ça fait des années que l'Algérie expulse dans des conditions totalement difficiles, qui renvoie les gens dans le désert, des gens malades, des femmes, des enfants qui sont expulsés vers le désert. De par le poids de l'Algérie, qui est quand même une puissance sous-régionale, la plupart des pays rechignent à poser le débat. Vous avez des centaines, voire des milliers de ressortissants de nos pays qui sont expulsés par un pays qui est membre de l'Union africaine, qui a des relations avec les autres. Il est important que les gens, et de ce point de vue, le discours que j'ai entendu a peut-être quelque chose d'intéressant qui consiste à dire, si l'Algérie veut refouler, eh bien, du territoire algérien, on peut améliorer les conditions par lesquelles les expulsions se font. Elles sont illégales, ces expulsions. Elles sont faites de façon collective. On ne peut pas prendre 100 personnes et les frapper de la même décision. On peut les traiter au cas par cas. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, sur le suivi des flux de population au niveau de 10 points sur le territoire nigérien, une augmentation de 45% de flux migratoires a été observée au mois de janvier 2024 par rapport au mois précédent. Une forte augmentation due au mouvement de migrants à la recherche d'opportunités économiques, mais aussi au climat propice au voyage à travers le désert, selon l'organisme spécialisé des Nations Unies. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Merci beaucoup Abdelrazak Idrissa pour ce très bon reportage depuis le Niger. Abdelrazak qui est justement en ligne avec nous depuis Niamey. Abdelrazak, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Alors vous avez, Abdelrazak, vous avez rencontré plusieurs migrants dont certains ont été chassés de l'Algérie. Comment est-ce qu'ils expliquent cette vague d'expulsion menée par l'Algérie et surtout la violence que subissent ces migrants pendant cette expulsion? Et surtout, est-ce que vous avez rencontré certains qui sont prêts à y retourner malgré toute cette violence? En tout cas, de tous ceux que avec qui nous avions échangé, et lorsqu'ils racontent leurs mésaventures et qu'on leur demande s'ils sont prêts à retourner, beaucoup disent qu'ils ont juste une envie aujourd'hui, c'est de rentrer chez eux, et ils appellent l'organisme des Nations Unies en charge des questions migratoires, l'OIM, qui prend en charge ce volet, à accélérer le processus de leur retour chez eux. Donc, sur cet aspect de votre question, est-ce qu'ils sont prêts à retourner? En tout cas, avec la majorité avec qui on a échangé, la réponse c'est que non, ils ont juste envie de rentrer chez eux, puisqu'ils ont subi quand même beaucoup de traumatismes, et ça permet de répondre à la première partie de la question, comment expliquer ça. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se l'expliquer, puisque ces expulsions sont faites à la suite d'opérations policières dans les villes où ils se trouvent. C'est dans plusieurs villes que la police algérienne fait des opérations pour chercher les migrants qui sont en situation irrégulière. Donc il n'y a aucune explication, il n'y a pas de mandat. Ils sont juste assis parfois dans leur maison. Certains, puisque c'est des travailleurs qui traversent des chantiers, ils sont payés sur les chantiers où ils travaillent, et on leur déprive de tout. Donc, il n'y a pas d'explication, si vous voulez, officielle qu'on leur donne pour les faire retourner au Niger, au niveau de la frontière. Donc, voilà ce qu'ils disent en gros. Ils ne s'expliquent pas comment est-ce que cela est fait, et ils abordent surtout la question de la violence par laquelle ces opérations sont menées, mais aussi les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils sont rapatriés et déposés au niveau de la frontière avec le Niger. Oui, Abdelrazak, dans votre reportage, vous avez évoqué les protestations des autorités nigériennes contre Alger. Est-ce qu'il y a une suite à cette affaire? Est-ce que la posture de Niamey a fait bouger les lignes? Faire bouger les lignes, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, après la convocation de l'ambassadeur algérien ici à Niamey par le ministère en charge des Affaires étrangères, il y a eu également une des responsables de l'OIM ici à Niamey qui a aussi été interpellée,
toujours en rapport avec ces vagues d'expulsion, ces vagues de refoulement. Et la suite, c'est qu'on a vu, on a entendu, ça n'a pas la confirmation, que du côté de l'Algérie, la réponse a été plutôt aussi de convoquer l'ambassadeur nigérien en Algérie, mais ça encore, on va mettre ça entre guillemets puisqu'on n'a pas la confirmation formelle de cela. Donc il n'y a pas véritablement eu de suite et les expulsions, disons, les refoulements ont continué et c'est d'ailleurs des refoulements ont toujours existé. L'Algérie a tout le temps refoulé des migrants subsahariens qui sont sur son territoire ici au Niger. Avant le régime déchu, c'était plutôt exclusivement des Nigériens, des migrants nigériens qui sont expulsés ici au Niger. Mais depuis l'avènement du régime déchu, avec toute la problématique migratoire qui a été au cœur de ce régime-là, vous savez, c'est au cours de ce régime qu'il y a eu la loi dont on a parlé au début de ce reportage. Et donc l'Algérie a, semble-t-il, selon certains acteurs qui sont sur la thématique, il y a eu un accord entre l'Algérie et le Niger pour que désormais ce ne soit pas exclusivement des migrants nigériens qui sont refoulés. Et c'est ce à quoi on a assisté depuis donc presque 12 ans aujourd'hui. Et c'est ce qui a amené les autorités, les nouvelles autorités qui sont en place à Niamey, à contester, à protester cela, même si les autorités disent, même s'il faut refouler, il faut peut-être juste refouler les migrants nigériens et chercher à refouler dans leur pays d'origine les autres nationalités. Et c'est ce qui a été notifié à l'ambassadeur. Mais on n'a pas eu de suite. Et selon les informations qu'on reçoit de cette zone d'Agadez, les refoulements continuent. Presque chaque semaine, il y a des vagues qui arrivent au niveau de la ville, du village plutôt de Assamaka. Merci beaucoup Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Et pour poursuivre l'analyse sur ce sujet, je suis en ligne avec Harouna Saleh Abdoulaye. Il est le président de la COPAV, la coalition communautaire pour la paix et la promotion du vivre ensemble. Il s'agit d'un réseau d'organisations de la société civile africaine. Bonsoir Harouna. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, on vient de le voir dans le reportage de notre correspondant. Les flux migratoires ont repris de plus belle après la décision des autorités militaires de transition d'abroger la loi qui criminalisait le transport des migrants. D'abord, Harouna, expliquez-nous pourquoi est-ce que les autorités ont décidé d'abroger cette loi? Merci beaucoup. Je pense que les autorités ont décidé d'abroger la loi criminalisant la migration pour faire mal à l'Union européenne. Et ça, c'est en réponse aux sanctions imposées au Niger depuis les premières heures du coup d'État. C'est du genre de réaction du tic au tac avec eux. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi pour avoir l'adhésion et le soutien des jeunes et de la société civile de la région d'Agadez. C'est aussi un moyen pour eux de soulager la souffrance de la population d'Agadez qui vit des retombées de la migration. Donc je pense que tout ça, ça a été fait pour vraiment renforcer la cote de popularité des militaires au lendemain des sanctions prises suite au coup d'État. Le coup d'État qui a renversé... voilà. Qui justifie Oui. Alors Harouna, comment en est-on arrivé à voir autant de migrants au Niger? Pourquoi est-ce que le Niger est devenu un si grand pays de transit pour les migrants? Je pense que cette décriminalisation de la migration a beaucoup joué dans le flux migratoire depuis le coup d'État. Donc, sans penser aussi, sans oublier que le Niger a de tout temps été le pays de transit par excellence pour les migrants. Voilà, le Niger a été un grand pays de transit pour les migrants. Pour quelque part, on peut dire qu'il y a l'hospitalité des Nigériens envers les étrangers, mais aussi ils sont un peu exposés sur le territoire nigérien. Aussi, il y a cette faiblesse dans le maillage sécuritaire dû à l'étendue du territoire qui rend un peu difficile le contrôle et la gestion des flux migratoires par
par les forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup Aruna. Alors, on parlait tout à l'heure de la tension qui est montée entre l'Algérie et le Niger par rapport à la manière dont Alger refoule et traite les migrants. Alors, que peut changer selon vous cette protestation et que peut ou doit faire Niamey pour que cesse cette situation éventuellement? Bon, je pense qu'il faut déjà rappeler que les migrants nigériens sont en majorité dans la mendicité en Algérie, ça c'est un fait. Et cela n'est pas le premier refoulement des migrants nigériens de l'Algérie. Je pense que ça, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder la vase, car depuis le coup d'État, les relations diplomatiques entre le Niger et l'Algérie ont pris un bon coup depuis le coup d'État. Je pense que les deux pays doivent revoir leurs relations diplomatiques pour essayer d'améliorer leurs relations et puis améliorer les échanges entre les deux pays. S'agissant des migrants nigériens, ça c'est au Niger de trouver vraiment des alternatives pour fixer et occuper les populations à travers les activités de développement économique et social. Oui, alors Aruna, rapidement pour terminer, on sait que pour aider les migrants et tout ça, vous en parlez d'ailleurs, il faut de l'argent, mais il faut aussi le soutien des bailleurs de fonds. Or, depuis le putsch qui a amené le général Abdourahmane Tiani au pouvoir, il y a un froid avec plusieurs pays qui étaient des bailleurs de fonds. Est-ce que cela a un impact sur cette crise migratoire? Oui, je pense que cela a un véritable impact sur le flux migratoire parce que ça vient exacerber la vulnérabilité des populations. Les retraits brusques de certains bailleurs de fonds et la suspension de certains projets a vraiment contribué à la paupérisation des communautés, affectant ainsi leur bien-être et leur dignité. Et cela a poussé beaucoup dans la migration, dans la mendicité et dans d'autres activités illicites ou criminelles. Donc je pense que vraiment c'est une situation qui est à déplorer parce que le fait que ce soutien, que cette confiance n'est plus avec les bailleurs de fonds impacte beaucoup sur les flux migratoires. Je pense que si vous le permettez, vraiment c'est le point de faire un plaidoyer auprès de bailleurs de fonds, de chercher le moyen d'échanger avec les autorités du Niger pour trouver des alternatives pour permettre de soulager les populations nigériennes d'une part et d'autre part, je pense aussi ce serait bien de prévenir aussi l'Europe parce que la stabilité de l'Europe dépend aussi de la stabilité dans le Sahel. Donc si la migration est mal gérée, ça peut impacter l'Europe. Voilà. Donc je pense qu'il faut le faire. Merci beaucoup Aruna Abdoulaye pour cette conclusion. La stabilité de l'Europe dépend aussi de la stabilité du Niger. Merci à Aruna et merci à tous ceux qui nous ont envoyé les réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. La suite, c'est dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après le Niger, rendons-nous maintenant au Soudan. Un an après le début de la guerre, les donateurs internationaux se sont engagés à verser plus de 2 milliards de dollars
à ce pays. C'était lors d'une conférence à Paris. Pendant ce temps, l'ONU déclare que la famine qui menace la capitale soudanaise, Khartoum, est sans précédent et les militants des droits de l'homme demandent que justice soit faite pour les massacres ethniques coordonnés qui se poursuivent au Darfour. Les précisions dans ce reportage de Henry Wilkins relaté par Trésor Matondo. Un an après le début de la guerre civile au Soudan, le président français Emmanuel Macron a annoncé lors d'une conférence à Paris que les donateurs internationaux s'engageaient à verser 2,13 milliards de dollars d'aide au pays. La date à laquelle l'argent sera disponible n'est pas encore connue, mais l'annonce suscite de l'espoir chez les travailleurs humanitaires qui ont déclaré précédemment que seuls 6% des fonds nécessaires pour le Soudan cette année ont été pourvus. Certaines parties de la capitale, Khartoum, ont fait l'objet d'une alerte à la famine au cours des dernières semaines. VOA a demandé à un haut responsable de l'aide humanitaire au Soudan s'il avait connaissance de cas antérieurs où une capitale, ou que ce soit dans le monde, avait été frappée par la famine. Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai passé 7 ans en Somalie et c'est à Mogadiscio que les gens se rendaient pour trouver de l'aide. Je pense que pour la plupart des gens, la Somalie est un environnement très difficile. C'est l'environnement opérationnel le plus difficile que j'ai jamais vu et, comme vous l'avez mentionné, la situation empire. Outre le manque de financement, les travailleurs humanitaires disent être confrontés à des problèmes de sécurité causés par les combats et aux lenteurs de la bureaucratie soudanaise. La plupart des grandes organisations humanitaires se sont retirées du Darfour l'année dernière en raison du manque de sécurité. Il est difficile de savoir comment les nouveaux fonds parviendront là où ils sont les plus nécessaires. Adam Rojal est un défenseur des réfugiés et des déplacés au Darfour, une région du Soudan qui a également reçu des alertes à la famine. Il s'est entretenu avec VOA par appel vidéo depuis le Darfour. Nous sommes confrontés à des problèmes tels que la faim et la malnutrition et c'est la raison pour laquelle des enfants meurent chaque jour. Par exemple, selon les enquêtes menées par Médecins sans frontières, des enfants meurent chaque jour dans le camp de déplacés de Zamzam. Toutes les 2 heures, un enfant meurt dans ce camp. M. Rojal a également noté que depuis le début de la guerre, les forces paramilitaires de soutien rapide et les milices arabes au Darfour ont perpétré des violations de droits de l'homme et des meurtres à motivation ethnique contre les Noirs soudanais. J'entends par là des crimes à part entière qui nécessitent une intervention internationale et la punition des individus qui les ont commis. La justice doit s'imposer, tôt ou tard, et ces criminels doivent être punis au niveau local et international. Personne ne doit échapper à la justice. Human Rights Watch affirme que ces assassinats sont coordonnés. Mohamed Osman. L'une des principales constatations est que ces attaques étaient délibérées, qu'elles étaient systématiques, que la mobilisation et la coordination entre les forces de sécurité et les milices alliées étaient fortes et qu'elles agissaient de concert. 8,2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan et 24,8 millions, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire selon les Nations Unies. Sans transition, parlons maintenant du fait marquant de la semaine. Au Mali, plus de 110 civils sont retenus depuis 6 jours par des djihadistes présumés. Ils ont été arrêtés le 16 avril à bord de 3 bus par des individus qui ont contraint les véhicules et leurs passagers à prendre la direction d'une forêt entre les localités de Badiangara et de Bankas, selon un groupement d'associations de cette région. Pour en parler, retrouvons Sékou Tangara, directeur de la télévision africable, une station partenaire de VOA Afrique. Sékou Tangara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, 110 personnes enlevées donc. Comment est-ce possible, Sékou Tangara? Comment est-ce que les djihadistes présumés parviennent à déplacer autant de monde et à opérer aussi aisément, si on peut dire? D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas une première. Si vous vous rappelez, en 2019 et en 2020, respectivement, il y avait eu des attaques de masse dans cette partie du Mali. Vous vous rappelez les attaques de Ogosabou 1 et 2 de Sobaneda qui avaient fait plus de 200 morts, des villages calcinés par des terroristes, des djihadistes. Donc ça veut dire que cette zone-là a toujours été en proie à l'insécurité. Aujourd'hui, s'il y a un ventre mou un peu de la stratégie déployée pour contrer le terrorisme, c'est vraiment cette partie du centre du Mali qui va de Bankas à Badiangara plus précisément.
Ça veut dire qu'il reste quand même beaucoup à faire malgré le succès éclatant de l'armée malienne, qu'a connu l'armée malienne en allant par exemple prendre Kidal. Oui, c'est tout à fait différent parce que on est loin des attaques frontales des groupes terroristes au niveau des camps, des garnisons de l'armée malienne. Les terroristes ont changé de mode opératoire apparemment. De plus en plus, ils s'attaquent aux cibles molles, c'est-à-dire des populations civiles, puisque avec la relative montée de l'armée, ce ne sont plus des camps, des garnisons de l'armée malienne qui sont attaqués, mais des convois de bus, de transport qui sont amenés, les cibles molles, les populations civiles sont de plus en plus en proie à l'insécurité, notamment, il faut le rappeler, dans cette partie du Mali, la région du centre, la région de Badjangara. Merci beaucoup, Sékou Tangara, directeur de Africable, une station partenaire de VOA Afrique. Et on termine avec la note positive de cette édition. Après 4 ans d'interruption du fait du Covid-19 et de l'insécurité, le FESTIMA, Festival international des masques de Dédougou, reprend du service. Ouvert le 18 avril pour une semaine, le festival accueille des participants qui vibrent au rythme des sons et des danses destinés aux masques. L'édition de cette année se tient sous le signe de la résilience dans l'une des régions les plus frappées par le terrorisme. Plus de détails avec notre correspondant Gilles Dasda. En pleine démonstration, des masques de feuilles, des masques de fibres. Cela faisait 4 ans que Dédougouville, située à 230 km à l'ouest de Ouaga, n'avait plus connu pareil spectacle. Le FESTIMA, Festival international des masques de Dédougou, se tient pour la première fois depuis 2020, et ce, dans un contexte sécuritaire difficile dans la région, avec pour thème masques, culture et résilience. Tout un symbole que nous explique Léon Ski, enseignant-chercheur, secrétaire général de l'Association pour la sauvegarde des masques Azama, organisatrice du festival. Le Burkina n'est pas très en sécurité dans certaines parties, mais cela ne doit pas empêcher le Burkinabé également de vivre sa culture, de faire en sorte que le Burkina soit la destination culturelle. C'est un pays qui a une diversité, une richesse culturelle incommensurable, dont nous voulons promouvoir davantage. Et puis faire connaître aux gens également, parce que de l'extérieur, on a l'impression que le Burkina est un pays non accessible. Toute la région donc, de la boucle du Mouhoun, les gens se sont mis à l'unisson pour exiger plus ou moins l'organisation de ce festival. Et c'est l'une des raisons également qui nous a motivés à organiser donc, la présente édition. Organisée dans un format à minima, la 16e édition du FESTIMA connaît la participation de 27 localités, toutes du Burkina. Elle fait la part belle à des villages déplacés dont les sociétés du masque ont pu reprendre corps à partir de Dédougou pour participer au festival. En fibres, en tissu ou en feuilles, le masque revêt une importance symbolique dans la tradition. C'est ce que nous dit Annie Koulibaly, chef de la société des masques de Maoula. Selon nos traditions, tout cela commence lorsqu'il y a une nouvelle année et à l'approche de la saison des pluies. Le masque a pour rôle d'éradiquer les maladies de nos villages et aussi d'y amener la pluie. Quand il n'y a pas la cohésion aussi, le masque contribue à la ramener. Réunir autant de masques ici peut nous faire sortir de cette crise et amener la paix dans notre pays. Les fonctions du masque sont multiformes, comme nous précise Léon Ski, qui est aussi expert mondial du patrimoine culturel. Les masques sont là en tant que messagers. Ils vont donc transmettre les messages du monde invisible vers le monde visible et transporter les messages donc, du monde invisible vers le monde invisible. Et c'est un peu comme au niveau des autres religions où nous avons des prophètes pour pouvoir permettre à celui qui est décédé de rejoindre le monde des ancêtres. Et le masque est celui qui accompagne donc l'âme. Sur cette place située en plein cœur de Dédougou, les festivaliers ont vécu à nouveau des moments de joie et certains comme Aminata Ouedraogo en redemandent. J'ai vu le masque, j'ai aimé. En tout cas, j'ai vu deux choses seulement. Donc, ils ont dit que ça va sortir à 14h. Je vais m'asseoir encore, attendre à 14h. En tout cas, c'était très bon. Vous aviez déjà vu des masques avant? Bon, c'est à la télé. Dans cette partie du pays, les masques en feuilles et ceux en fibre n'apparaissent qu'en présence du soleil. La nuit tombée, d'autres masques prennent place. Les masques en tissu, masques nocturnes encore appelés masques blancs, avec leur côté festif,
Ils apportent joie et bonheur dans les villages lors des nuits. Dans 2 ans, le festival verra à nouveau la présence des masques des pays de la sous-région, promettent les organisateurs. Gildas Da de retour de Dédougou, VOA Afrique. Voilà, le masque est celui qui accompagne l'âme. C'était le festival de Festima qui se déroule au Burkina Faso. Merci donc à Gildas Da pour ce reportage. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés pour ce voyage. Merci également à nos invités et nos reporters qui nous ont envoyé des nouvelles fraîches et des analyses du terrain. Je tiens particulièrement à remercier Michel Joseph et Trésor Matondo qui assuraient la production. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. L'information, c'est 24h sur 24 sur voaafrique.com. Au revoir.